L'objectif de cette vidéo est de faire un tour d'horizon du module de calcul d'une poutre dans l'espace, via l'analyse d'un profilé bi-encastré dont la section est un I. Cette analyse comparera les résultats entre les deux méthodes de calcul classiques ou pas, désignées par CBT et RBT, et concernera l'équilibre, les vibrations et le flambement du profilé. Ce tour d'horizon ne sera pas complet. Seuls les chargements de type mécanique seront considérés. Les effets de la variation de la température font l'objet de la prochaine vidéo. Le chargement considéré est une force répartie uniforme. Dans ce module, ce chargement sera déclaré d'abord de manière classique sur la ligne moyenne ou plus précisément sur la représentation 3D de la poutre. Ce type de chargement 3D nous permettra également de considérer le cas d'un chargement réparti uniforme, excentré, conduisant à une flexion-torsion. Pour les vibrations, on déterminera les premiers modes de vibration libre du profilé. Pour le flambement, on analysera l'influence de la position du chargement sur le déversement latéral du profilé, selon que le chargement réparti se trouve sur la ligne moyenne, sur la semelle supérieure ou inférieure. Qu'il s'agisse d'équilibre, de vibration ou de flambement, les calculs peuvent se faire selon deux méthodes, classiques ou pas. Dans ce module, par défaut, le calcul est mené de manière classique. Pour un calcul non classique, c'est-à-dire selon la théorie RBT, il est possible de préciser si le calcul doit se faire en prenant compte ou pas les modes de distorsion de la section. Pour des calculs avec distorsion, il est nécessaire que la section dispose de modes de distorsion préalablement calculés par le module de calcul de section. Les modes de distorsion sont généralement utiles pour les sections minces ouvertes et c'est le cas de la section en I que nous allons traiter. Il est utile ici de rappeler ce que sont ces modes de distorsion de section. En fait, les 6 modes fondamentaux de déformation de section traduisent les effets Poisson et les gauchissements de section. Cependant, ces modes ne peuvent traduire la distorsion d'une section mince. La distorsion d'une section mince peut être vue comme un changement de forme du profil de la section. Elle est principalement due à la faible rigidité de flexion des branches minces du profil. Pour que la méthode de calcul associée à la théorie RBT puisse décrire ou prédire une telle déformation de section, il est nécessaire que figurent parmi les modes de déformation de la section au moins quelques modes permettant de générer une distorsion. Pour cela, on part du principe qu'une distorsion quelconque peut être approchée par la combinaison de quelques modes de distorsion simples notés D indice J. Et ces modes de distorsion simples peuvent être automatiquement déterminés par le module de calcul de section. Ainsi, avant d'attaquer les calculs du profilé en I, nous allons calculer les modes de distorsion de cette section en I. Pour cela, commençons par lancer le module de calcul de section. Nous voici devant la fenêtre principale de CSB. Lançons le module de calcul de section. Alors nous allons reprendre le profilé qui a déjà été calculé, qui est un IPN 80, que voici, qui a déjà été calculé et qui avait généré, entre autres, comme mode de déformation de section, les 6 modes fondamentaux associés aux 6 efforts intérieurs. Par exemple, pour un moment de torsion, on sait que ça conduit à un gauchissement. Et les gauchissements sont très importants pour ce type de profil. Beaucoup plus importants que ne sont les gauchissements d'efforts tranchants ou bien les effets Poisson de l'effort normal et des moments de flexion. Donc pour l'instant, cette section a déjà été calculée. Entre autres, voici sa constante de torsion qui est relativement faible.
Bien, ce que l'on va rajouter maintenant, ce sont les calculs de mode de distorsion. Pour cela, il n'y a qu'à les demander. Alors pour cela, on peut voir dans le menu Analyse Options, qui est en haut. À part l'analyse des caractéristiques de la section, on va dire standard, les calculs, le calcul thermique que nous n'allons pas faire, il y a ici les calculs de mode de distorsion qui sont automatiques. Alors il suffit de les choisir. Alors, à partir du moment où on les a choisis, on attaque, on résout. C'est fait. À partir de là, on va voir dans Sectional Mode, à part les gauchissements et les effets poissons associés aux 6 efforts antérieurs, il va y avoir un nouveau bouton qui s'appelle Distorsion. Quand on clique dessus, on voit apparaître ici les distorsions qui ont été calculées. Alors il y en a 10 qui ont lieu dans le plan et 5 hors plan, qui sont donc des gauchissements. Voilà. Voilà donc les distorsions. Alors c'est un nombre assez important de modes de distorsion, mais les calculs restent relativement rapides, donc on ne va pas rechigner et essayer de choisir un nombre de modes moins important, etc. Donc de manière standard, c'est toujours 10 plus 5, et ça suffit largement. Voilà donc pour les modes de distorsion, et je vais maintenant tout de suite sauvegarder ce calcul. Alors c'est sauvegardé, on n'en a plus besoin à partir de cet instant, et maintenant on peut lancer le calcul d'une poutre. Alors pour cela, on injecte la section que l'on vient de calculer, qui est donc celle-ci, la section qui est un IPN 80 que l'on vient de calculer, et on voit devant distorsion ici, IS, pour dire que des calculs de distorsion ont été faits et qu'ils sont disponibles. Voilà. Cette section, on a une hauteur de 80 mm. Très bien. Donc ça, ce sont les différents renseignements de la section que nous allons utiliser pour générer la poutre. Alors maintenant, pour générer la poutre, il ne nous reste plus qu'à indiquer quelques abscisses. On va prendre 0, 0.8 et 1.6, ce qui fait un élancement de 1 sur 20. Puis je valide. Voici la poutre, elle a été générée par extrusion. On a pour cette poutre la représentation 3D de la poutre, mais ici nous avons des onglets qui nous permettent de voir la représentation 1D de la poutre qui nous indique les nœuds extrémités 1 et 31 et le nœud central correspondant à la longueur sur 2 qui est de 16. Mais on peut toujours switcher de l'un à l'autre, BIM 1D, BIM 3D. Voilà. Alors maintenant que cela est fait, cette génération d'éléments finis 1D a été automatique. On peut jouer sur cette discrétisation en donnant la taille de maillage que nous souhaitons, mais ce n'est pas très important. De toute façon, tout cela est automatisé, c'est beaucoup mieux. Bien, alors maintenant, ce qui nous reste à rajouter, ce sont des supports. La poutre sera bi-encastrée, alors allons-y. Donc, au niveau des supports, ici, je vais déclarer que le nœud 1 est à encastrer, donc les 3 translations nulles, les 3 rotations nulles, et je vais rajouter que l'on bloque la déformation de la section au droit de l'encastrement. Très bien. Et puis je vais prendre aussi le dernier point qui est là, 0, 0, 0. Et je vais faire un encastrement de chaque côté. Alors, on valide. Pour peu que ce soit validé, on a non pas des symboles, mais des indications pour nous dire ici que tous les degrés de liberté sont en rouge, les 3 translations, les 3 rotations et la déformation de la section sont tous bloqués. Voilà. Alors à tout instant, en appuyant sur support, on peut switcher entre voir les supports ou voir la poutre 3D. Ça reste toujours vrai, hein. Tout est toujours switchable. D'accord. Alors ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de déclarer des chargements. Alors concernant le chargement, on a ici le poids propre, on a le cas de la température, nous n'allons pas le faire, et nous allons passer au chargement mécanique. Alors pour cela, on a ici Add, pour rajouter des cas de charge. Alors pour les cas de charge, on a la possibilité de mettre des charges au niveau unidimensionnel, donc sur la ligne moyenne, et c'est des forces ponctuelles, uniformes ou linéaires. C'est vrai pour les forces et pour les couples. Mais nous avons aussi la possibilité de faire des chargements 3D. Alors on ne va pas tous les faire en même temps. Et on va choisir par exemple ici, sur la ligne moyenne, une force uniforme qui va du nœud numéro 1 jusqu'au dernier, et qui sera par exemple de moins 1 kN par mètre, et que voici.
La voici, c'est une charge uniforme. Et on va lui donner un nom, on va l'appeler F uniforme 1D pour bien montrer qu'il s'agissait d'une déclaration sur la ligne moyenne. Donc on a donné un nom au cas de charge. Ok, voilà, c'est un cas de charge à lui tout seul. Maintenant, on va en rajouter d'autres. Alors, ces autres cas de charge seront tridimensionnels. Pour cela, on va faire un petit retour vers Show Section qui se trouve ici pour voir la section. Alors, quand nous allons faire des chargements qui portent sur, par exemple, au milieu de la face supérieure ou bien sur certains bords de la poutre de la section, eh bien, on va regarder un peu la numérotation des nœuds et des lignes du contour. Alors, avec Edge qui est là, nous voyons les nœuds extrémités. Par exemple, le nœud central ici est le numéro 16, le nœud extrémité 24. Les lignes d'arête sont ici, par exemple, numérotées 16, 15, 10. Alors, nous allons avoir besoin du nœud 16, du nœud 24 et de la ligne 10, par exemple. Alors, voici comment on les utilise. Alors, à tout instant, on peut aller toujours voir la section. Il suffit de cliquer dessus. Alors, je vais commencer par mettre le même chargement, mais sur la semelle supérieure au niveau central. Alors, pour cela, je vais dans le chargement 3D, Uniform Force, qui part de 1 jusqu'à 31, jusqu'au dernier, qui va porter sur le nœud numéro 16, qui est donc au centre de la section, et qui elle-même est de -1, que voici. Donc on voit ici que la force uniforme est portée par la semelle supérieure au niveau central. Voilà. Et on va lui donner un nom, on va l'appeler force uniforme, on va dire 3D pour rappeler. Et on va rajouter en plus qu'elle est en dessus, donc on va mettre top. Voilà. Donc c'est un cas de charge à lui tout seul. Un dernier cas de charge qui nous sera utile, c'est une force excentrée. Donc toujours une force uniforme. Mais cette fois-ci, on va l'excentrer. Alors, je vais du début jusqu'à la fin. Et sur le nœud 24, qui se trouve sur le coin qui est ici, et que voici, c'est la même force uniforme, cette fois-ci excentrée. Elle va donc générer une flexion-torsion. Et on va l'appeler ici force uniforme excentrée. Voilà. Sur le top, ça ira. Force uniforme excentrée. Et donc, OK. Voici, nous avons donc 1, 2, 3 cas de charge, plus le poids propre, ça fait 4 cas de charge. Pour une poutre bi-encastrée. Il n'y a plus rien à faire que de lancer les calculs. Alors, les calculs sont lancés de manière automatique par défaut, selon la méthode classique. Dans Analyse d'options qui se trouve ici, on a ici le type de théorie à utiliser, CBT, qui est la méthode classique qui est par défaut, RBT, pour la méthode avancée, et RBT compte tenu, ou alors en utilisant les modes de distorsion si on veut faire un calcul légèrement plus fin. Le type d'analyse, bon, l'équilibre est toujours là, et à part ça, on peut rajouter vibration et flambant. Alors pour l'instant ici, on ne voit que équilibre. Si j'avais choisi vibration et flambant, nous les verrions aussi. Alors nous le ferons tout à l'heure. Alors pour l'instant, lançons le calcul. Solve. Voilà, c'est fait. Alors on a les 4 cas de charge, les 3 charges déclarées et le poids propre. Les chargements, tous les cas de chargement ont été calculés et l'interprétation se fera par combinaison de charges. Alors nous allons regarder en particulier la charge excentrée. Je vais prendre juste la charge excentrée toute seule. Voilà, je valide. Et pour cette charge excentrée, voici le diagramme des efforts intérieurs, donc effort tranchant, moment, et la torsion. Bien sûr, parce qu'il s'agit ici d'une charge excentrée qui a conduit à une torsion. Très bien. Et on peut voir aussi les diagrammes des déplacements, rotations, et aussi la rotation de torsion qui est là, et nous allons nous intéresser en particulier à la valeur rotation maximale. À la rotation maximale, on a ici les réactions et les déplacements. Nous avons ici les réactions aux appuis. Et nous avons ici tous les déplacements, tous les résultats en déplacement, translation et rotation de tous les nœuds de la poutre. En l'occurrence, pour le nœud numéro 16, nous avons une rotation de -10 milliradians au centre, qu'on note. Donc au centre, ici, il y a une torsion qui vaut en torsion -10 milliradians.
Voilà, on le notera. Alors, autre résultat intéressant, c'est d'aller voir, par exemple, les contraintes. Alors, les contraintes sont des contraintes dues à la flexion et à la torsion. En méthode classique, les contraintes, la flexion donne des contraintes axiales uniquement, et l'effort tranchant qui lui est associé si la flexion est simple, et c'est le cas, va donner des cisaillements, et la torsion va donner uniquement des cisaillements. Alors on se pose la question, que valent tout cela au niveau de l'encastrement? Alors au niveau de l'encastrement, au niveau de la contrainte axiale, on a une contrainte axiale linéaire due au moment de flexion, et c'est normal. Et voici les différents efforts intérieurs au droit de l'encastrement en zéro. Un effort tranchant, un moment de flexion et la valeur du moment de torsion. Très bien. On a par ailleurs ici une contrainte axiale qui est dont le champ a cette forme, il est linéaire, on s'y attendait, et dont les valeurs maximales, on va dire en module, plus ou moins, traction-compression, est de à peu près, on va dire 11 mégapascales. Voilà. 11 mégapascales, on le retiendra aussi. Et pour ce qui concerne les cisaillements, ce sont des cisaillements dus à l'effort tranchant et au moment de torsion. Alors on voit que le profil que l'on a du cisaillement qui a l'air d'être maximal vers l'extrémité du profil et qu'il est à peu près nul au centre est plus un cisaillement de torsion que d'effort tranchant parce qu'ici les cisaillements de torsion sont beaucoup plus importants que ceux d'effort tranchant. Alors c'est pas tout à fait celui de la torsion. On pourra le comparer avec les calculs que l'on a, les résultats que l'on a dans le module de calcul de section pour une torsion pure, mais enfin, parce qu'il est légèrement entaché par la présence de l'effort tranchant, donc on a ici quelque chose qui n'est pas symétrique des deux côtés. Mais en tout cas, voici, et nous avons un cisaillement maximum qui est probablement par ici, et qui vaut ici, on va dire, 20 mégapascales. Voilà. Voilà donc pour les contraintes. Les différents résultats. Autres résultats que nous avons, ce sont les déformés de déplacement qu'on peut aller voir. Alors on va faire un déplacement 3D. Voici comment a lieu le champ de déplacement 3D de la poutre que l'on peut ici animer. Voici, on voit bien qu'il s'agit d'une flexion-torsion. On voit plus la torsion que la flexion, c'est parce qu'elle génère un mouvement plus important, tout simplement. Alors, pour s'en assurer, on peut jeter ici un coup d'œil sur les différents degrés de liberté. Alors, on s'aperçoit que le degré de liberté qui se manifeste le plus ici, c'est bien la rotation. Et qu'à côté, nous avons ici une rotation autour de RY, donc celle de la flexion, associée à... c'est Rx qui est ici, associée à une translation selon Y, qui est ici donnée par la couleur bleue ici et la couleur... les couleurs bleu foncé et un petit peu plus claires. Ce sont ces deux variables, ces deux petites courbes bleues. Donc la flexion existe bien, mais elle est relativement faible par rapport au mouvement de torsion. Voilà. Donc on a la possibilité de voir un petit peu les degrés de liberté. Ce sont exactement les mêmes que ceux qui sont donnés par les différents résultats qui sont ici, hein, s'il s'agit de la même chose. Voici les degrés de liberté de translation et rotation. Voilà, on voit ici que la rotation autour de X, elle est de 0,2 milliradians, alors que là, elle est de moins 10 milliradians. On voit que c'est beaucoup plus important. Voilà. Très bien. Alors voilà pour tous les calculs classiques tels qu'ils ont été faits pour ce qui concerne l'équilibre. Alors maintenant on peut aller faire un petit coup de calcul de vibration et de flambement pendant qu'on y est. Voilà, c'est parti. Pour les vibrations, il y a qu'à demander, on va demander les deux premiers modes. On va regarder les vibrations libres, donc on ne va pas imposer une charge permanente autour de laquelle ces calculs de vibration se feraient. Sinon, nous n'aurions qu'à l'indiquer. Donc, on garde les vibrations libres et je fais sol. Voilà, c'est fait. Alors ici, il y a deux modes. Le mode 1, 65 Hz et le mode 2, à peu près 100 Hz. Et ces modes, on peut choisir d'aller les regarder. Alors, je vais légèrement amplifier ici. Voilà. Voici pour le premier mode. On s'attend à un mode de flexion latérale. C'est le cas, hein, le voilà, display. Là, nous avons bien un mode latéral de flexion parce que c'est l'inertie la plus faible, on s'y attendait un petit peu, très bien. Alors quel est le second mode? Le second mode, je fais un display,
Je vais diminuer un petit peu ici, voilà. Et voici pour le deuxième mode. Alors on s'aperçoit que le deuxième mode est un mode de torsion. Ce n'est pas l'autre mode de flexion, n'est-ce pas? Voilà, c'est un mode de torsion et on le voit ici. Si c'est pas suffisamment clair, on peut changer un petit peu l'orientation. Voilà, c'est bien un mode de torsion. Alors, est-ce que c'est un mode de torsion pur ou est-ce que c'est de la torsion-flexion? On n'a qu'à regarder les degrés de liberté et les voilà. Alors, on s'aperçoit de manière très nette ici que il s'agit d'un moment de torsion pure, qu'il n'y a pas autre chose à côté. Très bien. Donc, premier mode, flexion latérale. Deuxième mode, torsion pure. Maintenant, en jetant un coup d'œil sur les flambements, il suffit de cliquer dessus. Flambement. Alors, le flambement, on va le faire pour la charge, juste pour la charge latérale, pour la charge uniforme sur la ligne moyenne qu'on a appelée FU1D. Donc, c'est elle que l'on va augmenter. Donc, c'est elle que l'on va considérer avec un facteur 1, je valide, donc je ne considère que l'amplification de ce chargement. Il s'agit, en fait, ce chargement correspond à ceci. Je vais mettre FU1D, je vais faire show. Voilà, on le voit ici, je vais faire ici cancel et je vais me mettre ici en B1D. Voilà, il s'agit de ce chargement-là. On a toujours la possibilité de voir les chargements ou ne pas les voir, de voir la représentation 1D ou 3D, de voir les supports ou pas. Le cas de charge que l'on est en train de voir ici, on peut le virer, le revoir si on en a envie. On peut voir ou pas la section. Tout est toujours switchable, on peut toujours aller voir le dernier chargement en tout cas qui a été affiché. Sinon, ici, nous pouvons aller voir chargement par chargement en cliquant dessus, en faisant show. Tout est toujours accessible, visible et modifiable. Voilà. Voilà donc pour le chargement. Maintenant, on va le virer. On va reprendre la représentation 3D pour la poutre. Nous sommes là. Ce chargement a été donné. On va amplifier uniquement cette combinaison de charges qui ne compte que le premier chargement. Je valide, ça a déjà été fait, donc on ne voit rien. Et je vais calculer le flambement. Alors, je vais regarder les deux premiers modes de flambement. J'ai fait seul. Alors, on voit ici une valeur 80 et moins 80. Évidemment, ça peut partir dans un sens comme dans l'autre. Le flambement peut avoir lieu dans un sens et dans l'autre. Une charge de flexion sur une poutre bien encastrée de ce type-là devrait conduire à un déversement latéral. Vérifions-le. Alors, pour cela, nous allons faire display. Je dois choisir un mode. Je choisis le premier mode, display. Alors voici ce premier mode, on va le voir de face, voilà, c'est plus agréable à voir comme ça, il s'agit bien d'un déversement latéral, je vais faire anime pour le vérifier. Voici, il y a clairement ici de la torsion accompagnée d'une flexion latérale. Et si on voulait vérifier qu'il y a bien de la flexion latérale, eh bien on va regarder les différents degrés de liberté. On voit bien ici la rotation qui a lieu. Et on voit ici les deux roses qui sont là, le rose qui est là et le rose un peu plus foncé, qui sont relatives à la flexion latérale, une translation selon X accompagnée d'une rotation autour de Y. Il s'agit bien donc d'une flexion latérale accompagnée de torsion, c'est le déversement latéral. Voilà. Avec une valeur critique qui vaut plus ou moins 80 parce que le chargement peut aller dans un sens comme dans l'autre. Maintenant, on peut nous poser la question, est-ce que le fait que la charge ait été placée sur la partie supérieure, est-ce que ça change quelque chose? En fait, ça ne changera rien. On peut le vérifier ici parce que nous sommes en méthode classique et selon la méthode classique, les charges sont rapportées à la ligne moyenne. Alors, je vais revalider ici, je vais relancer les calculs. Solve. Voilà, c'est fait, on a moins 80, 80, c'est exactement pareil, ça ne change rien. Donc, quelle que soit la position de la charge, qu'elle soit en haut, en bas ou sur la ligne moyenne, en méthode classique, les chargements, même 3D, sont rapportés à la ligne moyenne, donc ça ne changera rien pour ce qui concerne les résultats. Voilà, nous avons les différents résultats. Donc on a en méthode classique, on ne distingue pas les positions des chargements selon qu'ils sont sur la partie supérieure, au centre ou en bas, parce que de toute façon tout cela est rapporté à la ligne moyenne et on n'est pas capable, la méthode classique ne peut rendre compte de la localisation précise du chargement. Bien, voilà donc pour la méthode classique, celle par défaut, je rappelle. Donc on a une section, elle est extrudée pour faire la poutre.
on met les conditions limites. Alors notez que pour les conditions limites, le fait d'empêcher les déformations au droit de l'encastrement n'ont pas été pris en compte pour la méthode classique. La méthode classique ne regarde que les translations et rotations classiques. Elle s'arrête là. Elle n'assure pas de réel encastrement. Il ne s'agit que d'un encastrement partiel parce que la déformation de la section au droit de l'encastrement reste libre de se faire. Et comme nous avons de la flexion-torsion, nous aurons probablement une déformation très importante de gauchissement de torsion parce qu'il s'agit d'une section mince ouverte. Très bien. Alors maintenant, on va changer de type de théorie. Alors pour cela, on va aller voir RBT et on fait OK. Alors automatiquement, on nous dit que ça va annuler tous les résultats précédents. C'est le cas. À part ça, rien ne change. Et il suffit de relancer les calculs. Alors commençons par l'équilibre. Solve. Voilà, les calculs ont été faits. On prend le cas de charge excentrée que voici. Voici, je valide. OK, on regarde les efforts intérieurs. On a donc ici la torsion et les deux flexions et un petit effort normal parasite. C'est pas tout à fait un effort normal parasite, mais ici, comme on tient compte de toutes les déformations et du blocage au droit des encastrements, eh bien, le fait de retenir les déformations de section au droit des deux encastrements génère un petit effort normal. Voilà. Il est tout petit, c'est pas très important, mais enfin, on peut le voir ici. C'est pas très grave. Et on a vu la valeur 10-3, c'est pas très important. Très bien. Pour ce qui concerne des choses qui nous intéressent, au niveau des déplacements de la déformée, ma foi, la déformée va avoir la même tête, on ne sera pas sensible à la différence. La voilà. Donc il s'agit d'une que je peux animer ici. Voilà, j'anime. Voilà. Ok, bon. Maintenant, pour ce qui concerne les degrés de liberté. Alors, on va voir les degrés de liberté pour ce qui concerne les translations et les rotations. Mais on voit ici, au niveau des degrés de liberté, l'intervention du gauchissement de torsion en bleu ici, qui est contrôlé par un paramètre de type état. Et ce paramètre état a cette forme-là. Et donc, en fait, il participe au résultat. Donc, au niveau des déplacements globaux de section, il s'agit essentiellement de déplacements de flexion et ici d'une rotation, mais accompagné d'un gauchissement qui varie de la valeur nulle ici aux extrémités, nulle aussi au centre à cause des problèmes de symétrie, et puis qui a cette variation, nous avons bien un gauchissement variable, puisque le gauchissement est libre en dehors des deux encastrements pour lesquels il est empêché, bien sûr. Voilà. Voilà donc pour ce qui concerne les calculs d'équilibre. On peut maintenant par contre aller voir les contraintes. Et là, les résultats sont importants. En fait, on va regarder au niveau de l'encastrement. Cette fois-ci, à l'encastrement, les gauchissements de torsion sont empêchés puisque toute la déformation est empêchée. Et le fait que les gauchissements de torsion soient empêchés génère des contraintes axiales extrêmement importantes. Elles sont suffisamment importante même pour être dépassée celle générée par la flexion, en tout cas pour cet exemple-là, tel que nous allons le voir. Alors je me mets en zéro, je regarde la contrainte axiale. Et les contraintes axiales ici, ce sont les contraintes axiales de la flexion ajoutées aux contraintes du gauchissement gêné. Alors on voit ici que la distribution n'est plus du tout linéaire et elle rappelle le mouvement d'ailleurs de gauchissement de torsion pour dire combien il est important. Et quand on regarde les contraintes, je rappelle, elles étaient de 10,99 mégapascales, c'est-à-dire 11 plus ou moins 11. Nous sommes ici sur des valeurs autour de 35. C'est donc le triple. Le fait que les gauchissements soient empêchés génère des contraintes axiales très importantes, ici plus importantes encore que celles générées par la flexion. Et c'est dimensionnant, c'est très important. Voici, ça n'a pas du tout la même tête. Donc pour une section de ce type-là, quand elle est encastrée, il est très important de quitter, en tout cas un peu la méthode classique, pour aller chercher des calculs qui se font avec une théorie un peu plus avancée et qui tient compte, qui a la possibilité de générer un réel encastrement. On peut voir aussi au niveau des cisaillements que les cisaillements n'ont pas du tout la même tête. Voici la tête des cisaillements, ça n'a strictement aucun rapport avec la distribution de cisaillements que nous avions vu tout à l'heure.
avec un maximal ici, un maximum qui est à peu près de 3,7 mégapascal. Il était de 20 mégapascal tout à l'heure, hein, ça n'a pas du tout les mêmes valeurs. Donc un cisaillement qui est beaucoup plus faible en faveur d'une contrainte axiale qui est beaucoup plus grande. Voilà. Alors, est-ce que ce phénomène près de l'encastrement reste vrai partout? Est-ce que ce phénomène s'étend dans toute la poutre? Ben, on n'a qu'à aller voir un petit peu plus loin, par exemple, à 25 à L sur 4. À L sur 4, nous serons à 0,4. Au niveau des contraintes, 0,4. Voilà. Est-ce qu'on retrouve une contrainte axiale du style de la flexion? Et non. Et ce phénomène va s'étend dans la zone intérieure de la poutre de manière importante, puisque à L sur 4, c'est quand même important, nous avons encore une distribution de ce type-là. Alors, est-ce qu'à L sur 2, nous serions à quelque chose qui ressemble à un résultat de flexion? On peut aller voir, pardon, j'ai mis 0, j'ai mis un point supérieur, sigma zz. Voilà, jusqu'au centre. Et donc voilà, pour cet élancement-là, ce phénomène de gauchissement empêché a une influence sur l'ensemble de la poutre. Et sur l'ensemble de la poutre, il est suffisamment influent pour déranger le comportement global de la poutre, en tout cas celui prédit par le calcul classique qui n'est pas très exact, et qui n'est pas assez faux d'ailleurs, puisqu'en laissant libre les gauchissements qui ont lieu aux extrémités, la méthode classique assouplit le comportement de la poutre. Alors on peut le voir correctement ici en regardant la rotation au milieu. Alors on regarde ici la rotation au milieu, un des résultats, les déplacements. On va voir au niveau 16. Je rappelle que le résultat était de moins 10 milliradians pour la rotation au centre du profilé. Elle n'est ici que de moins 5,55. Donc elle a été divisée par 2. Et donc en fait, on va dire que par rapport à une certaine souplesse de comportement, eh bien, la méthode classique assouplit 2 fois la rigidité de la poutre pour conduire à une rotation plus importante, ce qui n'est pas la réalité. La réalité, c'est que au niveau des encastrements, les gauchissements sont empêchés et donc les bons résultats sont ceux donnés par RBT. Voilà pour ce qui concerne l'équilibre. Maintenant, pour ce qui concerne les vibrations. Même chose, on va regarder les 2 premiers modes. Je fais solve, c'est parti. On retrouve le 65 ici, mais au lieu de 99 tout à l'heure pour le deuxième mode, il s'agit cette fois-ci de 136. Je rappelle que le second mode était un mode de rotation pure. Effectivement, dès l'instant qu'il s'agit de rotation, toute rotation s'accompagne de gauchissements. Les gauchissements sont importants. S'ils sont empêchés, eh bien, cela génère une sorte de rigidification de l'ensemble de la poutre et conduire à des fréquences plus importantes. Alors, on peut le voir, est-ce que 65 concerne déjà une flexion latérale comme tout à l'heure? Le résultat tout à l'heure était à peu près de 65. Alors, le voici. Est-ce qu'il s'agit d'une flexion latérale? Je pense que c'est le cas. On va le voir ici dans l'animation. Voilà, il s'agit bien d'une flexion latérale. Je le refais un peu, je suis allé un petit peu vite. Le voilà. Alors, pour voir qu'il s'agit d'une flexion latérale, on peut regarder ici les degrés de liberté. Alors, on voit dans les degrés de liberté, il y a tous les 2 qui sont roses ici sont le déplacement latéral selon X et la rotation RY. La rotation selon Z ici n'a pas lieu. Donc c'est bien une flexion latérale. Alors, cette flexion latérale s'accompagne d'un effet poisson qui est nul aux encastrements mais qui varie selon toute la poutre. Voilà. Voilà donc pour ce premier résultat. Pour le second, je vais faire display. Voici, alors il s'agit bien d'une rotation, on peut le vérifier ici, le voilà, j'anime, voilà, il s'agit bien d'un mouvement de rotation, hein. On est en train de comparer les mêmes modes. Le premier mode, en gros, c'est de la flexion latérale avec une fréquence qui n'a pas changé. Donc le fait que les effets poissons sont empêchés, bon c'est vrai, mais ça n'ajoute pas grand-chose, hein. Voilà. Par contre, pour les rotations, c'est important. Alors je reviens à ma rotation, j'avais fait display, je le refais encore, et là on peut aller voir ici les degrés de liberté. Alors dans les degrés de liberté, on voit bien qu'il s'agit de rotation, pas le reste, donc c'est bien de la rotation pure et qu'elle s'accompagne d'un gauchissement variable. Donc nous sommes bien sur le même cas.
Sauf que nous sommes passés de 100 à 136 Hz. Donc c'est pas du tout pareil. Voilà, et c'est la bonne fréquence. Ce résultat, nous aurions fait un calcul 3D élément fini, nous aurions trouvé la même chose. Voilà. Voilà donc pour équilibre, vibration. Maintenant, allons voir le flambement. Pour le flambement, on va regarder la charge au milieu, donc donnée sur la ligne moyenne de la poutre, et on va regarder les deux premiers modes. Tout à l'heure, nous avions trouvé plus ou moins 80 pour le déversement latéral. Dans le déversement latéral, il y a de la flexion latérale et de la torsion. Et comme il y a de la torsion, à cause des encastrements, eh bien, normalement, nous devrions trouver des valeurs plus importantes parce que les gauchissements sont normalement empêchés. Voilà. Je calcule. Alors, au lieu d'avoir 80, on a plus ou moins 115. Ça peut partir dans un sens ou dans l'autre, c'est normal. Donc, de 80 à 115, il y a 50% de plus. Donc, ce n'est pas rien. Et donc, une charge critique plus importante que ne le prédit un calcul classique, c'est important. Voilà donc. Alors ce n'est pas tout. Maintenant, si nous considérons comme chargement celui qui est donné sur le top, c'est-à-dire en haut, eh bien la valeur ne sera pas la même. Je vais faire ça, je valide, et je fais encore une fois solve. Alors ici j'ai deux valeurs, j'ai 72, donc j'ai donc un chargement au-dessus sur le top qui est ici. Donc je trouve dans la même direction une charge critique qui, au lieu d'être 115 quand il était au milieu, passait à 72. De 72 à 115, c'est très très différent. Maintenant, le moins 183 veut dire que si j'étais allé dans l'autre sens, ce qui correspond à une charge qui serait donnée non pas en haut mais en bas, ça revient au même. Et donc on s'aperçoit que si la charge est posée en haut sur la semelle supérieure, on a une charge critique de 72, au milieu 115 et en bas 183. Donc mettre la charge en bas, c'est stabilisant, on va dire ça comme ça. Voici. Eh bien, la théorie RBT est capable de rendre compte de la position du chargement. Elle est aussi capable de rendre compte d'un réel encastrement. Voilà. Voilà donc pour les différents résultats que nous avons obtenus et leur comparaison entre méthode classique et calcul RBT avancé. Alors maintenant pour cette section qui est mince ouverte. En fait, un IPN n'est pas très mince. Un IPN est ni mince ni épais. Il est un petit peu entre les deux. Il y a des sections qui sont des sections en H par exemple sont plus minces que ça. Donc c'est une section IPN à cause des semelles en particulier, ça n'est pas très mince. Mais quand même. Alors les distorsions auront un effet presque négligeable dans cet exemple, mais nous allons le faire pour le principe. Alors dans l'analyse d'options, cette fois-ci je vais changer de théorie, je passe à RBTD. Cette fois-ci les calculs de RBT seront refaits, sauf que ça tiendra compte de la quinzaine de modes de distorsion supplémentaires. Voilà, je continue, c'est parti. Alors première chose à faire, je vais dans équilibre, je fais solve. Ça prend un petit peu plus de temps, j'ai peut-être 2 secondes de plus. Et voilà, les résultats sont là. On pourrait regarder les différents résultats. Je vais juste regarder, par exemple, il fallait c'est pour le charge excentré, pardon. Encore une fois, je me trompe. Voilà, c'était pour la charge excentrée. C'est ça qu'il fallait comparer. Alors, pour les contraintes, au niveau de 0, je regarde sigma ZZ. Alors, au lieu d'avoir... Je rappelle que en méthode classique, nous avions une contrainte qui était de 11 mégapascales, plus ou moins 11 mégapascales, avec des contraintes de flexion. Cette fois-ci, on a des contraintes qui rendent compte du gauchissement gêné, qui nous rappellent un petit peu. Voilà, la forme, c'est la forme du gauchissement, en fait. Et alors, nous avions trouvé avec RBT les valeurs à peu près à 35, plus ou moins 35, et ici, nous sommes à quelque chose qui est entre moins 40 et 36. Voilà. Ça a une légère influence, c'est pas très important, mais ça apporte un résultat légèrement différent qui est probablement d'ailleurs plus correct. Mais ce n'est pas très grave, RBT tout seul était déjà presque suffisant pour nous donner à peu près 35 mégapascales qui semble correct. Regardons un petit peu les cisaillements, la tête des cisaillements. Voilà, la forme a encore légèrement changé avec une maximale qui est à peu près à 4,7 mégapascales. Tout à l'heure, elle était à 4 mégapascales pour RBT et à 20 mégapascales pour le classique. Voilà.
Qu'est-ce qu'il y a d'aussi là? On peut regarder aussi la rotation au droit du milieu. Alors pour cela, je vais dans ma table de déplacement. Je regarde au niveau 16. 16, j'ai ici moins 5,60. Tout à l'heure, c'était moins 5,55 pour RBT et moins 10 pour le classique. Donc on voit bien que la rotation ici apparaît deux fois moins importante que le classique. Voilà. Mais ça correspond plus à la réalité ici. Voilà pour ce qui concerne l'équilibre. Pour les vibrations, on relance les deux premiers modes. On verra que ça ne change pas grand-chose. 65, 136. Bon, 65, on est d'accord. Tout le monde fait pareil. Pour la flexion latérale, il n'y a pas de différence, quelle que soit la méthode. Mais par contre, nous avions, je crois, 100 pour le classique, 135 pour RBT. On a maintenant 136, ou bien c'était 136 pour RBT, on a encore 136. Bon, là, le mode 2 en rotation donne ici une même fréquence. Pour pour le flambement, nous pourrions lancer le calcul, nous aurions trouvé à peu près la même chose que RBT à quelques détails près, à 2-3%, c'est presque la même chose. Juste pour dire ici qu'on peut faire les calculs avec distorsion, ici ça n'a pas beaucoup d'influence. Mais pour une section qui serait plus mince, qui serait dont la semelle supérieure serait plus large, et en tout cas un peu plus mince, eh ben, ça donnerait une certaine influence dont il faudrait peut-être tenir compte. Voilà. Voilà donc pour cet exemple, il est terminé. Qu'est-ce qu'il y a à rajouter pour résumer? On va dire que pour résumer, tout est sur la table. Au niveau du graphisme, axe, vous mettez les axes de la poutre. BIM 1D, c'est pour voir la représentation 1D. BIM 3D, la représentation 3D. Support pour voir les supports ou pas. Le chargement, en tout cas le dernier qui a été affiché, on peut le voir ou pas. On peut voir la section que nous avons utilisée avec toutes ses caractéristiques à tout instant. Elle est faite par exemple, elle est en acier, style. Je peux regarder sur style ici, show, pour voir toutes les constantes de l'acier. Enfin, on a toutes les informations sur la section qui sont toujours disponibles. Et en plus, ici, il y a un calcul de distorsion qui a été fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Dans analyse d'options, donc on a soit la méthode classique qui serait par défaut, RBT ou RBTD, et on peut ici rajouter pour les calculs les vibrations et le flambement si on a envie. Quand on les rajoute, eh ben, on voit apparaître ici vibrations et flambement qui sont deux onglets auxquels est attaché des espaces qui leur sont dédiés, on va dire, pour représenter les données et les résultats. Voilà, équilibre, vibration, flambement. En fait, tout est sur la table. C'est un principe général pour les différents modules de logiciel CSB. En haut, les menus sont pratiquement les mêmes que les autres. La seule édite résultat, c'est pour aller éditer tous les résultats que vous avez vus. Il suffit d'essayer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Help, on peut voir ici User's Guide, mais on ne va pas le faire. En gros, voilà. Sinon, ici, on peut juste sauvegarder les résultats ou fermer l'ensemble. Voilà, s'il n'y a rien à rajouter, je vais donc ici ne pas sauvegarder les résultats et faire close pour finir cet exemple. Don't save. Voilà, cet exemple est terminé.